OK. Alors, pour ce premier webinaire, qui concerne le challenge de modélisation numérique, on va vous présenter, un petit peu les règles du jeu de ce challenge. Ce challenge, déjà, il est organisé, en lien avec, les recommandations pour la modélisation numérique des ouvrages géotechniques qui est paru en 2023, donc nouvelle recommandation du CFMS. Ce challenge est organisé par, Fabrice Emerio, Fat Cuira et moi-même, et avec l'appui du CFMS Jeunes, qui va contribuer pour tout le dépouillement des données qu'on va avoir. Donc, ce webinaire, comme tous les autres, est enregistré. Il sera consultable sur le site du CFMS. Donc, pour réduire un petit peu la taille, on va vous demander de couper les caméras et pour éviter d'avoir des bruits parasites également, de couper tous les micros. Dans le cas où vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez les poser soit dans la boîte, dans le chat, ou attendre la fin de la présentation, et puis on gardera quelques minutes pour répondre un peu à toutes les questions. Alors, pour démarrer, dans un premier temps, on va vous présenter le contexte et pourquoi on a décidé d'organiser ce challenge et l'organisation qui va en découler. On va vous présenter les premiers exercices pour ce premier webinaire, et FAD vous présentera également les points clés de la recommandation pour que vous ayez un peu les différents points clés en tête, dans le cas notamment où vous ne l'avez pas encore consulté. Oui, donc bonjour à tous. Je vais me charger de de l'introduction générale sur ce challenge. Effectivement, Laetitia a rappelé que l'idée était issue des travaux du groupe de travail du CFMS qui avait rédigé les recommandations publiées en 2023. C'est un groupe de travail qui avait été initié en 2020 et qui avait présenté ses conclusions déjà en 2022, mais le document final des recommandations avait été publié en 2023 en français et d'ailleurs également en anglais. Alors initialement, ce groupe de travail avait eu l'idée de faire 2 tomes recommandations, un tome recommandations générales et puis un deuxième avec des illustrations sur différents ouvrages type géotechniques, différentes illustrations de pratiques de la modélisation numérique sur des ouvrages types. Et finalement, à la réflexion, il est apparu que cette deuxième partie, ce deuxième tome, était sûrement beaucoup moins intéressant que la démarche que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, cette démarche, c'est d'initier une série de webinaires qui ont vocation à être répétés et sur plusieurs années, des webinaires qui soient basés sur des exercices de modélisation. Donc, l'idée générale, c'est au travers de ces exercices de pouvoir avoir un bilan des pratiques de modélisation et puis de la mise en application des recommandations du CFMS. C'est par leur constitution des exercices qui seront avec une complexité croissante. Donc, ne vous étonnez pas tout à l'heure dans la présentation de Laetitia de voir que les premiers exercices sont relativement simples ou correspondent à des ouvrages relativement simples de la géotechnique. Mais l'objectif général, c'est bien de couvrir l'ensemble des ouvrages que l'on peut rencontrer dans l'ingénierie classique, donc les fondations, le renforcement de sol, les soutènements ou des ouvrages portuaires ou tunnels. Donc, progressivement au cours des différentes éditions. L'idée de ces exercices, c'est de véritablement aussi constituer une possibilité de discussion et d'échange autour de la thématique de la modélisation numérique. C'est pour ça que ces webinaires seront associés à chaque fois un webinaire de présentation et un webinaire de restitution. Également, l'intérêt sera de pouvoir avoir une trace écrite, un bilan, une synthèse qui soit écrite. Et on a pensé que la meilleure des façons pouvait être que chaque exercice de modélisation fasse l'objet d'une telle rédaction sous forme d'un article qui pourrait être paru dans la revue française de géotechnique.
Et puis en termes d'organisation, soyons relativement modestes, un exercice par an avec plusieurs éléments à l'intérieur nous semble suffisant, satisfaisant, donc avec un webinaire de présentation au printemps et puis un webinaire de restitution à l'automne. Si on passe au transparence suivant, Laetitia. Voilà, donc les exercices de modélisation, une des idées quand même assez importantes, c'est que ces exercices ne soient pas réservés qu'à des personnes qui sont déjà fortement aguerries à la modélisation numérique des ouvrages géotechniques, mais qu'ils s'adressent à tous, depuis les étudiants, les stagiaires, les ingénieurs débutants jusqu'aux ingénieurs seniors. L'idée aussi, c'est que après cet exercice de modélisation que nous propose de démarrer aujourd'hui, ces exercices puissent aussi servir de support à des formations, alors formation au sens académique, formation universitaire, mais aussi des formations au sein de vos différentes structures, de vos différentes entreprises. Donc, que vous puissiez réutiliser ces éléments-là comme support de formation. La participation est bien évidemment complètement libre. On ne va pas exiger de réponse à l'ensemble des exercices qui sont donnés. Et également, la diffusion large des sujets que l'on va essayer de faire a vocation à ne pas toucher seulement les membres du CFMS, mais aussi des personnes au-delà, aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors, ça restera de toute façon des exercices de modélisation francophones. Donc, la diffusion ne sera pas complètement internationale. Puis la dernière chose, c'est qu'en termes de modélisation numérique, on ne va pas insister sur tel ou tel logiciel. Tout logiciel de calcul éléments finis ou différences finies, 2D ou 3D, pourra être a priori utilisé pour répondre aux différents exercices. En termes d'organisation, donc comme je l'ai dit, pour la première édition, on va rester sur des sujets relativement classiques. Donc Laetitia vous proposera tout à l'heure les 3 sujets, fondation superficielle, fondation profonde, et puis un exercice sur un remblai sur sol compressible. L'organisation que l'on souhaite avoir pour ce challenge, c'est en fait une organisation en 2 phases qui permettent à la fois d'avoir un sujet, un objectif un petit peu différent. Donc la phase 1 qu'on va démarrer aujourd'hui va concerner, vous allez voir que le sujet est présenté d'une manière habituelle pour une ingénierie géotechnique. On va vous décrire l'ouvrage, le cas de chargement, et puis les données géotechniques réelles qui sont disponibles, hein, que ce soit des essais in situ, des résultats d'essais in situ ou des résultats d'essais de laboratoire. L'objectif de cette première phase, c'est de véritablement, au travers des réponses, d'avoir une analyse de la pratique de la modélisation numérique, donc à la fois sur des questions de définition du modèle, de la géométrie, des ingrédients que vous allez pouvoir utiliser dans ces modèles numériques, notamment le modèle de sol que vous utilisez, et puis comment les paramètres qui sont nécessaires, comment vous allez pouvoir les déterminer à partir des données d'entrée, qui sont encore une fois des données a priori géotechniques réelles ou classiques, et qui ne sont pas normalement directement utilisables pour alimenter un modèle numérique. La phase 2 ça sera un petit peu plus tard, un petit peu décalé. Dans cette phase, on vous proposera un modèle véritablement complètement fixé, avec des dimensions bien précisées, un modèle de sol également bien précisé, des paramètres directement de ce modèle bien fixé. L'idée, c'est d'avoir, au travers des résultats, la possibilité d'analyser comparativement les résultats en termes de précision du modèle numérique, voilà, au travers des types d'éléments utilisés et d'autres éléments, je dirais, de modélisation numérique pure. En termes de timing, si on passe au suivant, voilà, en termes de timing, ce que l'on vous propose pour cette première édition, c'est donc aujourd'hui la présentation des exercices et des consignes pour la phase 1. On souhaite avoir les résultats
avant les congés d'été, donc avant le 30 juin. Dans la foulée, on pourra transmettre aux participants les consignes pour la phase 2, donc tout début juillet, et on attend des résultats pour la mi-septembre pour pouvoir organiser correctement le séminaire ou le webinaire de restitution qui est d'ores et déjà fixé au 8 octobre. En termes de résultats attendus, ce que vous allez pouvoir récupérer, c'est un fichier Excel type que vous aurez à compléter avec les différents résultats de modélisation. Alors, je tiens à préciser que même si on va vous demander dans ce fichier Excel type d'indiquer vos noms, noms, prénoms, etc., bien évidemment, l'analyse des résultats que l'on en fera sera totalement anonyme. Donc, en plus de ce fichier Excel type qui sera à compléter, donc avec vraiment des informations avec un format très restreint, très guidé, on vous donnera la possibilité de fournir en plus une note descriptive, donc avec un format libre. Je pense essentiellement un format doc ou un format PDF, de 4 pages maximum, qui aura pour vocation de nous décrire votre modèle numérique, la façon dont vous l'avez conçu, la façon dont il est organisé, donner des détails sur notamment des choses telles que le modèle de sol utilisé ou la façon dont vous avez déterminé les paramètres que vous avez introduits dans ce modèle. Et puis d'autres éléments qui pourraient être intéressants pour pour l'équipe qui va analyser les résultats pour pouvoir tirer le maximum de ces résultats. Laetitia, maintenant, va nous présenter les exercices. Voilà. Alors, donc, comme Fabrice l'a indiqué, donc on va avoir 3 thématiques. La première thématique porte sur les fondations superficielles. Donc, pour quand même pouvoir balayer un peu l'ensemble des fondations, on propose 2 géométries de semelles. Donc, la première qui concerne les semelles filantes, donc, qui sont très classiques en géotechnique, et les semelles circulaires. Et comme on souhaite aussi balayer les 2 types de comportements de sol qui sont les plus courants, on va dire, en tout cas les plus représentatifs aussi en loi de comportement, on propose 2 natures de sol, un sol argileux et un sol sableux, donc pure argile et pur sable. Et naturellement, il y aura plusieurs cas de chargement. On impose les dimensions des semelles, donc pour avoir un exercice qui est calibré et avoir des réponses identiques pour tous les participants. Donc, pour la semelle filante, on part sur une largeur de 2 mètres, une longueur infinie, épaisseur de 50 cm et profondeur d'encastrement de 50 cm. La semelle circulaire, on est sur la même épaisseur, même profondeur d'encastrement et diamètre de 2 mètres. En termes de données géotechniques, donc le premier sol est un sol de type sable. Donc, on vous fournit des données que vous pouvez avoir de façon assez courante dans les rapports géotechniques. Donc, à savoir le poids volumique, la pression limite, le module pressiométrique. On a également donné une résistance au CPT, donc en fonction des préférences également. Ceux qui préfèrent dimensionner en pression limite ou avec le QC, la densité relative, teneur en eau et patient à 80 microns. Donc des données assez courantes pour les sables. Pour les argiles, le poids volumique, pression limite et module pressiométrique également. La résistance QC au CPT, indice de plasticité, teneur en eau. Donc on part sur ces paramètres-là dans un premier temps. Et comme indiqué, la phase 2, on vous donnera des paramètres plus usuels, on va dire, pour les lois de comportement. Mais dans un premier temps, c'est à vous de définir tous les paramètres des lois de comportement. D'un point de vue géologique, le substratum et la nappe sont considérés en profondeur, donc à vers 30 mètres de profondeur. En termes de chargement,
Les valeurs de descente de charge qui sont fournies sont des valeurs ELS, charge permanente. Et on précise bien que tous les chargements sont centrés et appliqués à la base de la semelle. Donc, dans le premier cas, on aura une descente de charge purement verticale. Et dans le deuxième cas, une descente de charge avec une inclinaison. Donc, on a pris, pour tous les cas de figure, une inclinaison de 20% de la valeur verticale. Alors, en termes de résultats attendus, comme Fabrice l'a précisé, toute la première partie, description du modèle, vous pouvez détailler tout ce que vous avez réalisé pour le modèle dans un rapport libre, donc de 4 pages maximum, qui va permettre de présenter donc, la taille du modèle, faire des captures d'écran du maillage, naturellement présenter un peu les résultats en termes d'état initial que vous avez, et préciser le modèle de comportement avec les différents paramètres que vous avez pu rentrer dans les lois de comportement, les éléments d'interaction sol-structure, donc tous les éléments en structurel que vous allez utiliser, donc l'interface entre le sol et la structure que vous allez mettre en place avec les paramètres, naturellement préciser le phasage également. Donc c'est toute la description générale de votre modèle. Et après, on va vous demander des résultats précis, notamment pour pouvoir comparer les résultats et avoir un peu un benchmark de tous les résultats qu'on peut avoir à partir de données de base géotechniques. Donc, il s'agit de la réaction verticale à la base de la fondation. Donc, dans le fichier Excel, on vous fournit les points sur lesquels vous devez fournir cette valeur de réaction verticale, le profil en profondeur des tassements et des déplacements horizontaux à l'axe de la semelle. Donc, de même, vous aurez les différentes coordonnées. La charge de rupture, dans le cas où on a la descente de charge verticale et dans le cas où on a une descente de charge inclinée. Le tassement pour différents taux de chargement. Donc, ces différents taux de chargement sont indiqués dans le fichier Excel et des sorties graphiques du mécanisme de rupture que vous allez obtenir pour votre modèle. Donc, pour le deuxième thème, il s'agit des fondations profondes. Donc, on a considéré un pieu en béton armé. On vous donne la méthode de réalisation, donc fourrage à la boue, le diamètre 0,6 mètres et la longueur 15 mètres. Donc, il s'agit d'un pieu classique, un pieu unitaire, et toujours avec nos deux natures de sol argileux, sol sableux et plusieurs cas de chargement. Donc, vous allez retrouver les mêmes paramètres de sol pour les deux terrains considérés. Le substratum et la nappe, pareil, situés suffisamment profond, vers 30 mètres de profondeur. Et à noter tout de même, pour le cas de sol argileux, on va considérer quand même un ancrage dans le terrain sableux. Donc, on impose l'ancrage, on impose la couche de sable à 12 mètres de profondeur, avec un pieu de 15 mètres de profondeur. Donc, la descente de charge, c'est également une descente de charge ELS quasi permanent. Et on précise bien que le chargement est appliqué en tête de pieu. La rotation est libre en tête. Donc, pour la descente de charge, pour le cas des pieux, on aura 3 cas de figure. Donc, une descente de charge verticale, une descente de charge horizontale et après une descente de charge inclinée. Donc, en termes de résultats, donc vous aurez la première partie qui concerne la description du modèle qui est identique aux fondations superficielles, donc que vous pourrez détailler dans le petit rapport. Et dans le fichier Excel, on va vous demander les tassements et les déplacements horizontaux le long du pieu. Donc, on vous fournit les profondeurs, le diagramme de l'effort axial dans le pieu. Donc, de même, les différentes profondeurs sont indiquées. La valeur du moment fléchissant maximal pour les 3 cas de chargement et la position de ce moment maximal. La charge de rupture pour les 3 cas de chargement
et le tassement pour différents taux de chargement qui sont définis également dans le fichier Excel. Et également de sortir des visualisations graphiques du mécanisme de rupture. Le dernier thème porte sur les remblais sur terrain compressible. Donc là, on va avoir un seul cas de figure, mais il s'agit d'un exercice un petit peu plus complexe que celui des fondations superficielles et fondations profondes. Donc, on va avoir un remblai granulaire de 4 mètres de hauteur, donc avec des pentes à 2:1, une couverture sableuse sur 2 mètres d'épaisseur, une argile compressible sur 10 mètres de hauteur, et après un substratum en profondeur. Donc, on vous fournit des données géotechniques qui sont également très courantes. Donc, le corps du remblai, le poids volumique, le module de Young. En général, on part sur des hypothèses pour ce type de remblai, et un angle de frottement à 35 degrés. Donc, la première couche de terrain, donc, qui est la couverture sableuse, on va avoir le poids volumique, pression limite de 0,5 MPa, module pressiométrique, 5 MPa, un angle de frottement de 32 degrés. En ce qui concerne l'argile molle, donc, qui est une argile légère, qui, dans ce cas de figure, qui va être légèrement surconsolidée. Donc, on vous fournit le niveau de surconsolidation et on vous fournit également les différents paramètres que vous pouvez avoir assez couramment donc, dans les rapports géotechniques pour les argiles compressibles. Donc, la teneur en eau, le poids volumique humide, les données oedométriques, la valeur de cohésion non drainée, l'IP et le CV pour la consolidation. Et on considère, donc à 12 mètres de profondeur, le substratum alluvionnaire qui est supposé indéformable et drainé. Donc on considère que le remblai est suffisamment long dans la direction perpendiculaire au modèle. On considère une montée de remblai en une phase, donc ça veut dire qu'on monte les 4 mètres de remblai en une phase de calcul, et la nappe est considérée à 2 mètres de profondeur. Alors, en termes de résultats, donc la première partie identique, vous noterez les règles de couplage hydrodynamique qui ont été ajoutées pour ce cas de figure-là. On vous demandera le tassement en tête de remblai pour différents temps de chargement, le profil vertical de tassement à l'axe et en pied de remblai pour la montée instantanée et après consolidation, le profil vertical du déplacement horizontal en pied de remblai, le profil vertical de la surpression interstitielle à l'axe du remblai, un coefficient de sécurité vis-à-vis du mécanisme d'instabilité générale, donc pour à chaque fois directement après montée de remblai et après consolidation, et les sorties graphiques du mécanisme de rupture. Fad, la suite. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc on termine cette présentation par quelques mots sur le contenu des recommandations CFMS que Fabrice a évoqué en introduction et qui ont vocation à servir de guide d'application pour répondre à ce challenge de modélisation. L'idée de ce challenge, c'est peut-être aussi un challenge des recommandations, bien évidemment. Donc ces recommandations ont fait l'objet d'un texte d'une centaine de pages, organisé en 7 chapitres. Donc les 5 premiers chapitres, c'est des chapitres, on va dire, fondamentaux, qui rappellent les principales notions de base en lien avec la modélisation numérique des ouvrages géotechniques. Et puis, on a 2 chapitres qui sont plus orientés règles de bonne pratique. Le texte est, on va dire, à vocation à donner les principaux ingrédients nécessaires pour construire, alimenter et surtout faire parler un modèle numérique en vue d'en faire un outil de dimensionnement pratique. Le texte est en libre d'accès. Vous pouvez le télécharger directement sur le site du CFMS. Donc, il y a la version qui est accessible, la version française datant de juin ou août 2023 de mémoire. Et le texte a aussi fait l'objet d'une séance de restitution orale
en juin 2022, et dont le replay et les supports de présentation sont aussi accessibles sur le site de CFMS. Vous avez le lien à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pratiquer ces recommandations, on profite justement de ce webinaire pour en rappeler un peu les grandes lignes de chaque chapitre. Donc, dans le transparent suivant, donc le chapitre 1, Laetitia. Donc, le chapitre 1, donc, il est consacré à la construction des modèles. C'est plutôt un chapitre, on va dire, introductif, qui vous donne les points clés à gérer pour la construction d'un modèle numérique, le choix des cadres de modélisation, à commencer par les hypothèses géométriques, le choix entre un modèle 2D, 3D, la taille, le maillage, etc. Quelques considérations, on va dire, fondamentales sur l'état initial de contrainte, le phasage de construction, et puis la modélisation des structures et des interfaces. À partir de ce chapitre introductif, on a un chapitre 2 qui est consacré aux lois de comportement, à commencer par quelques rappels utiles de quelques notions de base, les contraintes, les déformations, les invariants, toutes les notions qu'on va manipuler habituellement quand on va s'intéresser à ce type de modélisation, la notion de critères de rupture, la plasticité, le cruissage, etc. Et puis, on en a aussi profité pour regrouper, on va dire, dans un même texte, un peu des rappels sur la façon dont est constituée une loi de comportement, que ce soit à commencer par, on va dire, la phase d'élasticité, la notion de surface de charge, les critères de plasticité, la règle, ce qu'on entend par règle d'écoulement plastique, loi d'écrouissage, etc. Et puis, on a fait le choix, toujours dans le chapitre 2, de faire de viser quelques lois de comportement parmi les plus répandues. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, bien naturellement, mais on a fait le choix donc d'étayer quelques modèles usuels. Donc, rappeler ce qui se cache derrière, quelles sont les équations qui gouvernent telle ou telle loi de comportement, à commencer par élasticité linéaire isotrope, parce qu'elle couvre un certain nombre de situations quand même. Et puis, élastoplasticité parfaite avec critères de Moore-Coulomb, et puis l'élastoplasticité avec ou sans écrouissage, camp clay, soft soil, hardening soil, etc. Et donc ça, c'est sur les lois de comportement. On a un chapitre 3 qui est plus axé, on va dire, principes généraux de la procédure de résolution dans un modèle numérique, que ce soit d'un point de vue global, assemblage des matrices de rigidité, etc., pour ceux qui ont envie d'approfondir un peu ces aspects-là, ou sur le plan local, donc la façon dont on gère, par exemple, les non-linéarités au niveau des lois de comportement, etc. La particularité de certaines procédures, on va dire, de modélisation, notamment quand il s'agit de rechercher la marge de sécurité vis-à-vis de la résistance au cisaillement disponible, donc avec des procédures de réduction des propriétés de cisaillement, et puis quand il s'agit aussi de vigilance, quand il s'agit aussi de modifier des rigidités en cours de phasage, c'est pas quelque chose qui est géré de façon, on va dire, appropriée dans tous les logiciels. Et puis ensuite, chapitre 4, c'est quelques rappels théoriques en matière d'interaction sur structure, la façon dont on peut intégrer les éléments structuraux dans un modèle géotechnique, la façon dont on peut coupler dans la pratique les éléments structuraux avec les éléments de sol, donc différents types de contacts, différentes conditions d'interface, quelques mots sur des modèles dits hybrides et puis des aspects spécifiques au tunnel. Et le chapitre 5, c'est toujours dans un cadre, on va dire, théorique, un rappel un peu des équations qui gouvernent les effets de couplage sol-eau, un rappel sur les écoulements dans les sols, la mise en équation d'un écoulement en régime permanent, un régime transitoire, la prise en compte de la déformabilité du sol, etc. En tout cas, tous les ingrédients théoriques qui gouvernent ces problématiques-là. Et puis après, on a deux chapitres qui sont plus axés règles de bonne pratique. Chapitre 6, c'est stratégie de modélisation. Donc les règles de bonne pratique pour construire un modèle numérique. En lien, l'idée c'est que évidemment, ces règles-là, ils ne sont pas exprimées dans l'absolu. Ces règles-là sont plutôt orientées en fonction du problème géotechnique traité. Donc, à commencer par les conditions limites, l'état initial, l'interface, la loi de comportement, bien évidemment, parce que c'est le principal, on va dire,
point à maîtriser quand il s'agit de tirer profit d'un modèle numérique, c'est de voir quelle loi de comportement pour quel ouvrage. Le juste modèle, ça veut dire il n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher des modèles très sophistiqués, alors que l'objectif, c'est juste d'obtenir le tassement d'une semelle sous chargement de service. Donc, c'est plutôt ces enseignements-là qu'on a essayé de résumer dans le guide, et en particulier la question, par exemple, des modules de déformation, le lien que l'on pourrait faire dans la pratique avec les essais laboratoires qui vont alimenter les dossiers géotechniques réels. Et puis, évidemment, les essais aussi in situ. En France, on fait beaucoup de pressiomètres. Donc, le lien avec le module pressio, le module déformation, en termes d'ordre de grandeur, évidemment. Et puis après, des orientations sur la gestion des phasages dans les problèmes de fondation, de soutènement et de tunnel, et des recommandations sur le choix pratique de la règle de couplage hydromécanique, que ce soit dans un problème d'écoulement ou dans un problème de consolidation. Et chapitre 7, toujours chapitre 6, là c'est plus quelques indications sur la façon dont on pourrait faire parler le modèle et surtout la façon dont on peut en contrôler la cohérence. Et c'est le principal, on va dire, pour moi, le principal enjeu est là. Ça veut dire qu'il faut toujours commencer par faire parler le modèle numérique sur des cas où on sait ce qu'il faut trouver, sur des cas élémentaires, d'où l'intérêt de cette première série de webinaires. Ce sont des situations élémentaires qui sont plutôt pour lesquelles on a des ordres de grandeur. Et c'est par là qu'il faut commencer. Ça veut dire avant d'aller chercher à modéliser quelque chose de très sophistiqué pour lequel le résultat n'est pas, en tout cas l'ordre de grandeur n'est pas connu à l'avance. Donc ça c'est le principal point. Et après dans la pratique, toujours en page 33, pratique, les grandeurs analysées, les contrôles spécifiques que l'on pourrait faire par type d'ouvrage. Et puis, on a aussi profité du texte pour rappeler un peu l'intérêt des études paramétriques qui permettent de tester un peu, on va dire, la pertinence de certaines hypothèses de modélisation. Et puis, pour finir, donc, le chapitre 7 sur la stratégie de dimensionnement. Donc là, l'idée, c'est de dire, à partir d'un modèle numérique bien construit, comment en faire un outil de dimensionnement. Ça veut dire comment se servir du modèle numérique pour faire des vérifications aux états limites de service, des vérifications aux états limites ultimes, que ce soit des états limites des ELU structuraux ou des ELU géotechniques, la façon dont on peut gérer la sécurité dans un modèle numérique, que ce soit vis-à-vis d'un mécanisme de rupture locale, par exemple capacité portante, défaut de butée, ou d'un mécanisme de rupture globale, par exemple la stabilité générale, au gros coulissement, etc. Donc il y a des recommandations qui sont données, ou des orientations plutôt qui sont données pour piloter la sécurité dans un modèle numérique. Et puis il y a aussi quelques éléments sur les aspects d'ordre hydraulique. Donc voilà un peu un tour d'horizon du contenu des principaux chapitres qui constituent le tome 1 du guide du CFMS. Alors, et pour terminer, on vous fournit les modalités de participation pour le challenge. Donc, déjà, dans un premier temps, vous allez avoir ce webinaire qui va être disponible sur le site du CFMS, mais vous allez surtout pouvoir télécharger les supports. Donc, le PowerPoint que vous avez pu voir, ainsi que le fichier de résultats sous format Excel, donc, qui va être déposé d'ici 1 ou 2 jours sur le site du CFMS. Donc, dans les manifestations, vous aurez un onglet Challenge modélisation numérique. Donc, on va vous demander, pour pouvoir les télécharger, de mettre votre adresse mail et ensuite, vous aurez un lien de téléchargement. Ensuite, tous les fichiers de résultats, vous pourrez l'envoyer à l'adresse mail suivante, donc challenge_modélisation@geotechnique.org. Et naturellement, si vous avez des questions éventuelles en cours de modélisation ou des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez également nous contacter, toujours à la même adresse mail. Donc, on vous a présenté aujourd'hui toutes les modalités pour participer à ce challenge de modélisation. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions. Alors, et si vous en avez également à l'oral, n'hésitez pas à vous signaler. Alors déjà, première question, pourquoi ne pas donner le paramètre alpha directement?
dans la mesure où on a fourni les paramètres pressiométriques ou la nature sur consolidé des terrains ou pas, on est parti du principe que, comme souvent pour chaque ingénieur géotechnicien, c'était à lui de définir le paramètre alpha. C'est bon pour Pierre Schmitt? OK. Alors, pour le premier exercice, donc l'argile n'est pas sous nappe. Alors, on précise bien que la nappe est à 30 mètres de profondeur. Alors, autre question. Pour l'exercice 1, sur chaque type de sol, un exercice doit être mené. Nous avons le choix de créer notre modèle avec les 2 sols. Vous faites comme vous voulez. En fait, vous pouvez répondre soit aux 2 types de sols, soit à un seul type de sol, si vous préférez. Après, vous faites, c'est à vous de gérer votre modèle. Donc, sachant qu'il faut que le modèle soit correct, que l'initialisation des contraintes soit correcte. Donc après, à vous de voir comment vous voulez procéder. C'est également l'objectif du challenge, en fait, de pouvoir mettre en application tout ce qui est dans le guide et de pouvoir vous exercer un peu à la modélisation numérique. Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'idée n'est pas que chaque participant réponde obligatoirement à toutes les questions. Voilà. Donc, vous pouvez choisir ce à quoi vous répondez, soit à un exercice de fondation superficielle avec les 2 sols, soit avec un seul. Enfin, voilà. À vous de voir ce que vous souhaitez faire ou ce que vous êtes en capacité de faire dans le délai qui est imposé. Alors, y a-t-il des logiciels préférentiels attendus? Naturellement que non. Vous faites les modèles de calcul avec les logiciels que vous pouvez utiliser et que vous avez envie d'utiliser. Donc, de notre côté, pas de logiciel préférentiel. Pour l'exercice 2, portant sur la fondation profonde, comment devons-nous présenter nos résultats? Alors, je vais que vous ayez une idée. Voilà. Donc, le fichier Excel sera sous ce format-là. Donc, vous aurez un onglet par type d'exercice, par type de sol et par cas de charge. Et alors après, tout est déjà défini. Et après, vous pré-remplissez uniquement les valeurs. Et donc, nous, ça nous suffira pour pouvoir examiner vos résultats. Et donc, il y a déjà des graphiques qui sont déjà prédéfinis et qui vont se mettre à jour directement quand vous allez remplir dans cette colonne-là. Donc, et de même pour le pieu, donc vous avez également cette valeur à remplir avec les différents graphiques. Alors après, si vous souhaitez faire des tests et étudier plusieurs modèles, nous, on préférerait avoir un unique résultat. Donc, le modèle que vous jugez le plus pertinent, en fait, ou le plus réaliste. Et après, si vous n'arrivez pas du tout à choisir, vous pouvez mettre des onglets supplémentaires en expliquant la différence avec vos modèles de calcul. Alors, pour l'exercice 3, donc on n'a pas donné les valeurs de CS. Donc, en effet, avec un essai odométrique, vous l'auriez. Donc, pour ce cas de figure-là, vous pouvez prendre les valeurs de CS usuelles qu'on peut avoir pour
pour des argiles légèrement surconsolidées à partir des valeurs de ces seuils. Donc, ça sera une hypothèse à faire de votre part, dans un premier temps en tout cas, pour la première phase. Alors, j'ai balayé toutes les questions qu'il y avait. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Bon, ça a l'air OK pour tout le monde. Donc, on vous propose... Ouais. Est-ce qu'il y a des remarques sur les exercices, enfin, plus sur ce que l'on propose en fait comme exercice, comme challenge de modélisation? Est-ce qu'il y a des remarques dessus? Alors, il y a une main levée. Oui, Jean. Oui, c'était plus une question sur la restitution. Il n'y a pas de comparaison à une donnée expérimentale. Alors, bon, sur les 2 premiers exercices, on s'attend à des ordres de grandeur, comme disait Fad. Mais voilà, la restitution, ça sera plutôt pour montrer l'étendue des résultats, la diversité des résultats, ou De phase. à quoi on s'attend en termes de restitution. Alors, on n'a pas de résultat expérimental. Donc, en fait, on n'aura pas un bon résultat. Et donc, l'ensemble des modèles qui seront faits, donc des résultats qu'on va recevoir, permettra justement de voir la diversité de résultats qu'on peut avoir à partir d'un jeu de données initial. Après, c'est également pour ça qu'on réalise le challenge en 2 parties. Donc, la deuxième partie permettra de resserrer un peu les résultats en donnant les principaux paramètres et principales données d'entrée qu'on souhaite voir appliquées dans les modèles. Et donc, l'exploitation des résultats va se faire déjà grosse maille sur la première phase pour voir en effet la diversité de résultats pour un modèle qui n'est pas beaucoup cadré. Et après, la deuxième phase, d'avoir la diversité de résultats pour des modèles beaucoup plus cadrés. Donc voilà, donc naturellement, on n'aura pas de réponse unique. Par contre, une évaluation croisée. Voilà, et ça sera plus des ordres de grandeur. Il y a eu un challenge de dimensionnement qu'on avait organisé en 2020, c'est ça, 2020 ? Et ce qui était à peu près, après, c'était pas forcément pour des modèles numériques, mais en tout cas, c'était pour des cas élémentaires pour lesquels on demandait effectivement une estimation de tassement de capacité portante. Et en fait, là, l'évaluation avait porté sur une sorte d'analyse croisée entre les résultats, tout en affichant à titre indicatif des ordres de grandeur que l'on pourrait obtenir par telle ou telle méthode empirique, etc. Donc, c'est plus dans cet esprit-là qu'on va mener l'analyse, l'exploitation des résultats. Alors, la participation est-elle individuelle ou peut-elle être collective? On n'a pas de problème à ce qu'elle soit collective. En fait, il faut un fichier de réponse. Il nous faudra un fichier de réponse unique. Après, vous pouvez répondre à un seul exercice si vous ne pensez pas pouvoir avoir le temps de répondre à tous les exercices. Vous êtes vraiment libre dans la participation. Après, peut-être qu'il y a une précision à apporter, c'est que la restitution sera anonyme. Hein. Oui. Alors, c'est anonyme et donc vous verrez dans le fichier Excel, par contre, on vous pose quelques questions qui concernent votre activité. Donc, est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous travaillez en entreprise, en bureau d'études? Est-ce que vous êtes dans le milieu académique? Donc, ça nous permettra également d'avoir un peu des éléments pour pouvoir faire la restitution. Et également vos niveaux d'expérience, donc par tranche d'âge d'expérience, pour voir à peu près également la diversité de résultats en fonction de si on est plutôt débutant, si on est plutôt expérimenté. Voilà, ce type d'éléments. Mais naturellement, ça sera anonyme et
et ça ne sera à aucun moment prêté à titre personnel. Et donc le délai du 30 juin est bien pour l'ensemble des différents exercices qui ont été présentés. Et pas obligé de répondre aux 3 exercices. Les supports vont être mis en ligne dans la journée ou d'ici un jour à peu près. Et je pense qu'on relancera également une information, enfin on retransmettra une information pour signaler que ces supports sont disponibles et puis rappeler également les dates principales du challenge. Alors, concernant la dernière question que je vois d'Émeric Grisot, alors l'idée n'est pas forcément de rédiger un nouveau tome des recommandations. Comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est plutôt suivant les différents exercices qu'on va proposer année après année, de pouvoir à chaque fois avoir une synthèse, un bilan qui soit rédigé et qui soit disponible peut-être plus sous la forme d'un article de la revue française de géotechnique que sous la forme d'un tome, ou d'un addendum aux recommandations en tant que tel. Mais bon, de toute façon, on souhaite avoir une valorisation du travail et du travail de modélisation fait, et puis de l'analyse et de la synthèse qui en découleront. Alors, dans tous les cas, si vous avez des questions complémentaires auxquelles vous n'avez pas pensé aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra à partir de cette adresse mail et à l'écran. Adresse mail qui est déjà fonctionnelle. Oui, pour le coup, elle est déjà fonctionnelle. Bon, je vous propose de clore ce webinaire. Merci pour votre participation. Vous avez été nombreux. Et donc, on attend vos réponses pour la participation au challenge et qu'on espère être nombreuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.